Hey, bonsoir à tous, moi c'est Grégoire, j'ai 24 ans. Voilà, on va commencer une petite série de vidéos. Moi je suis développeur sur PHP et essentiellement Symfony et c'est là-dessus que vont porter les vidéos. Pourquoi? Moi ça fait 2 ans que je code pas mal PHP, Symfony et je fais aussi un peu de JS. Mais voilà, j'ai suivi pas mal de tutoriels sur internet. Lior Shamla, Graphic Arts, ils m'ont énormément aidé. Si jamais vous ne les connaissez pas, allez voir, c'est quasiment un impératif aujourd'hui. Mais parfois il y a des trucs qu'on ne trouve pas. Voilà, alors il y a deux trois trucs comme ça, je voulais vous les présenter. On va commencer simple, hein. Moi je vais vous parler de quelques plugins, un peu ma configuration VS Code pour comment bien coder de façon efficace sur PHP, surtout avec Symfony et avec Twig. Ça demande quelques particularités. Et puis après, on va aller voir quelques packages PHP que j'ai pu utiliser parce que c'est pas toujours évident. Parfois, les docs sont pas à jour, hein, surtout avec les mises à jour PHP, enfin Symfony 4, Symfony 5. Parfois, les docs sont pas tout à fait à jour. Et bah oui, parce que ça demande du temps. Et les gens qui ont fait les docs parfois il y a plusieurs années, eh ben, ils n'ont pas eu le temps de les refaire. Voilà, donc c'est pas grave, il faut juste s'en inspirer, mais ça demande un peu de temps. Et donc du coup, le but de ces vidéos, c'est de vous faire gagner du temps et de voir des solutions qui sont parfois hyper efficaces en fonction de vos contraintes. Voilà, moi je vais parler essentiellement de petites contraintes que j'ai eues moi sur des projets et de comment j'ai pu les régler. Parce que parfois, quand on travaille sur des hébergements mutualisés, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, il faut trouver des solutions adaptées. Voilà, on va partir un peu là-dessus. Mais pour ce soir, on va commencer plus light, comme je disais, et on passe sur VS Code. Voilà, alors ça y est, on y est, on est à l'intérieur. Et déjà, rien qu'avant de commencer, j'ai envie de vous dire, on cherche souvent des extensions sur VS Code, alors qu'il faut parfois simplement aller regarder dans la partie paramètres, en fait, dans les user settings. Voilà, si on fait CTRL-SHIFT-P, Open User Settings, on a déjà une quantité assez conséquente de paramètres qu'on peut changer nous-mêmes, qui nous permettent de faire énormément de choses. Voilà. Alors, il y a la vue comme ça, hein, qui est relativement simple, mais si on a besoin d'un truc un peu plus personnalisé, on peut le mettre en JSON. Voilà. Alors déjà, on a un aperçu de tous nos paramètres un peu inhabituels. En fait, c'est pas ce qui est par défaut. Voilà. Et ça nous permet de définir des trucs plus précis en fonction du langage. Là, on le verra, mais quand on met par exemple entre crochets Twig, ça nous permet de changer la valeur qu'on a déjà changée pour tous les autres langages. Là, on la change une fois de plus pour le langage Twig. Voilà, comme ça, on est un peu plus précis et ça nous permet d'être vraiment flexible en fonction de ce qu'on fait. Je vais commencer par les extensions et puis on reviendra au fur et à mesure sur les paramètres, mais surtout ne pas les oublier, ils peuvent être hyper importants. Allez, on attaque. Je vais y aller dans l'ordre. Ça, c'est un plugin assez récent. Enfin, en tout cas pour moi, hein, ça fait pas très très longtemps que j'utilise Bracket Pair Colorizer. Hyper simple, mais hyper pratique. Au moins, on en sait où on en est dans nos parenthèses. Voilà, si on va prendre un exemple rapidement, où est-ce que je vais avoir ça? Voilà, là par exemple, les parenthèses qui sont à l'intérieur, elles sont en jaune, alors que celles qui sont sur l'extérieur, elles sont en bleu. Voilà, si on veut se rajouter encore une couche, voilà, il les mettrait en violet. Ce qui nous permet de facilement voir quand on a des if imbriqués, des choses comme ça, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a bien tout fermé, même s'il nous le rappelle, au moins on sait où remettre la parenthèse qu'on n'a pas fermée, etc. Ça c'est pour la première extension. On va enchaîner directement sur GitGraph. Voilà. Alors Git c'est hyper important, hein, si vous l'utilisez pas, faut s'y mettre, même quand on travaille tout seul, hein, même moi quand j'ai commencé au début j'y comprenais pas grand chose. J'essaierai de faire une vidéo assez simplifiée, on va dire, de comment j'utilise Git alors que je travaille essentiellement tout seul. Mais c'est bien de, même quand on travaille tout seul, de l'utiliser parce que sinon après dès qu'on veut travailler en groupe, on est perdu, c'est trop d'un coup. Au moins de travailler tout seul, ça nous permet d'avoir les bases, quoi, on va dire. Voilà. GitGraph, ça peut aider parce que ça nous permet d'avoir une vue visuelle de notre dépôt. Voilà. Moi j'ai un petit onglet ici en bas là, mais vous allez le retrouver aussi dans l'onglet Git de VS Code. Vous aurez aussi GitGraph ici en haut, hein, qu'on y accède par en haut ou ici, on aura exactement la même vue. Voilà.
rapidement, on a nos différentes branches, où est-ce que les merges ont été faits, les différents commits, les tags qui ont été rajoutés. Donc moi je vois les différentes versions par lesquelles je suis passé, les hotfix, les trucs comme ça quoi. Donc au début quand on a un peu de mal à comprendre comment marche Git, comment ça va merger tout ça, est-ce qu'on a fait un fast forward, est-ce que ça a mergé, voilà. Là ça nous permet de visualiser un peu plus facilement. Voilà, donc une extension hyper simple et assez pratique, c'est bien sympa. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ça c'est pas très important, hein. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que j'utilise PHP Stan depuis pas très longtemps, c'est vachement sympa, ça nous permet de débugger pas mal de choses en fait avant même de lancer le code. Et du coup ils utilisent un fichier .néon, ça me permet juste de changer un peu les couleurs sur le fichier .néon, on y reviendra mais c'est vraiment pas très important. OneDark Pro, ça c'est très personnel on va dire, hein. C'est votre thème VS Code, donc moi ça me donne le côté sombre avec les couleurs, voilà, du texte, des tabs, etc. Ça c'est pareil, j'avais c'est un plugin que j'avais trouvé en allant sur les tutoriels sur internet. Bon, je l'ai adopté assez rapidement, mais après c'est vrai que j'en ai pas essayé d'autres. C'est vraiment une question d'habitude, hein. Voilà, donc parfois il faut juste essayer et puis on voit si ça nous convient ou si ça nous convient pas. Voilà. PHP CS Fixer, c'est un formateur pour PHP qui permet que quand on fait le format on save ou si on fait le raccourci clavier Alt Shift S F pardon, ça nous permet de refaire le formatage du document automatiquement. C'est hyper important d'avoir un code propre, donc ça nous permet de le faire très rapidement, c'est top. PHP DocBlocker. Alors ça va nous permettre de documenter notre code de façon quasiment automatique et c'est un gain de temps énorme. Voilà, vous regardez ici là, ça, à part la partie Symfony, donc @root et @isGranted, ça a été généré par DocBlocker. Si je devais l'effacer, et si je veux remettre, voilà, donc j'ai écrit ma fonction, elle est prête et maintenant je vais la documenter. J'ai juste à commencer ma documentation, je tape sur entrée et tout de suite il me met déjà tous mes paramètres. Bon, parfois il y a besoin de réajuster, donc là c'est le cas par exemple pour le return, donc moi je lui rajoute juste que ça rate un response. Hop, voilà, response. Et après il faut lui mettre le nom, hein, parce que forcément, enfin la description de la fonction, forcément il connaît pas, hein, donc edit journal entry par exemple dans notre cas. Et puis nous, vu que après on a d'autres annotations à rajouter, ben on les rajoute à la main, hein, évidemment. Mais au moins tout ce qui est paramètres, return, tout ça nous le fait tout seul, donc ça c'est hyper pratique, c'est un gain de temps énorme et c'est hyper important, aussi bien quand on travaille en équipe que par soi-même, parce qu'au moins on sait où on en est dans son code et ça permet quand on passe d'une fonction à une autre, de bien s'assurer que les classes qu'on passe, elles sont du bon type et qu'au moins on ne fasse pas de bêtises et ça nous permet de détecter très rapidement. PHP formateur, donc c'est juste un wrapper, hein, pour PHP CS Fixer, donc voilà, ça revient à PHP CS Fixer, on va pas rester trop longtemps dessus. PHP Getter and Setters, alors ça c'est pas mal du tout, c'est-à-dire bon, en Symfony c'est vrai qu'on l'utilise pas forcément tant que ça, parce que si on utilise la console avec la commande php bin /console make .entity, forcément après il va nous créer tout seul, hein, les getter et setters. Mais ça m'arrive, et attendez, je vais vous trouver un exemple même tout de suite. Dans mes entités, c'est l'entité account, il me semble. C'est ça, voilà. Donc on voit là toutes celles-ci là qui ont été créées par la console, qui d'ailleurs sont liées à Doctrine pour après être persistées. Tout le reste, c'est pas des choses que je persiste, hein, c'est des variables, on va dire plus temporaires. Voilà, je les utilise dans ma fonction et puis après elles se détruisent. Donc celle-ci j'ai dû les créer à la main et si je veux après mettre les getters et les setters sans m'embêter, juste à faire clic droit, insert php getter ou setter ou les deux et puis hop c'est fait quoi. Comme ça me les fait, ça me les type int automatiquement, ça va très vite, c'est bien fait, c'est parfait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? PHP IntelliFence. Ça, hyper important. c'est top. Qu'est-ce que ça nous fait? C'est de l'intelligence en fait, hein. Vraiment ça va nous trouver les références, ça va nous permettre d'insérer les namespaces tout seul.
Ça va faire le renaming si on commence à changer certaines choses. Voilà, ça va nous permettre de corriger un tas de choses directement en écrivant. Hein. Dès qu'on va écrire une ligne de code, on fait entrer, parfois il va nous proposer plusieurs trucs parce que déjà lui, il a détecté des anomalies avant même qu'on commence à écrire. Et c'est lui notamment qui, voilà, dans certains fichiers, il va déjà nous les souligner en rouge parce que c'est pas complet, parce qu'il nous manque un truc. Voilà, si je commence à écrire n'importe quoi, il détecte, il me dit attention, là il y a un problème. Si je fais un truc qui n'a aucun sens, voilà, il va me dire la variable print. Et après, l'avantage aussi, si on surligne, voilà, il nous dit ce que c'est. Il nous dit undefined variable print. Voilà. Et alors, il le fait pas tout le temps, mais quand il peut, il nous donne la solution. Voilà, il nous dit qu'est-ce que vous pouvez faire. Bon, là, clairement, il n'en sait rien, quoi. Et si c'est une erreur un peu plus basique, il est en mesure de nous donner la solution. Comment est-ce qu'on va pouvoir corriger? Voilà. Donc hyper pratique, ça nous permet d'avoir des choses qui sont quand même assez pratiques. Voilà, ça va aller indexer automatiquement les fonctions. Donc dès qu'on va commencer à... Donc là, si on veut chercher les fonctions, les méthodes qui appartiennent à ZIS, il va nous les sortir. Et en plus dans l'ordre dans lequel on les utilise. Donc nous, comme sur ZIS, on utilise essentiel create form, ben, là il va me sortir this create form parce que il devine que c'est ce que je vais lui demander, quoi. Voilà. Donc ça permet de gagner quand même pas mal de temps. Hyper pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? PHP Namespace Resolver. Alors ça, c'est quand on n'a pas envie de s'embêter et c'est quand même top. Là par exemple, le journal repository. Donc je vais enlever le namespace, le use là qui est là-haut. Donc là on a PHP Until-Defense qui nous le souligne, attention, il n'existe pas. Voilà, on voit bien que c'est Until-Defense qui nous le dit. Et là, ce que nous fait PHP Namespace Resolver, c'est qu'il va nous rajouter le use automatiquement. On a juste à faire CTRL-ALT-I et il nous le met automatiquement. Voilà, il l'a rajouté, il est là, Journal Repository. Si on ne veut pas faire le raccourci clavier, on peut toujours faire un clic droit. Et là, import class, voilà, CTRL-ALT-I, import class, et il va nous le rajouter aussi. Alors, si elle existe déjà, il va nous dire la classe est déjà importée. Voilà. Autre solution aussi, alors hop, je vais juste enlever ça pour vous faire l'exemple. Voilà, sur le request, il a détecté qu'on l'avait supprimé. CTRL-ALT-I, et là il détecte, ok, il y en a deux. Il y a celui du Browser Kit ou celui de HTTP Foundation. Donc nous, en l'occurrence, ça va être HTTP Foundation. On a juste à le sélectionner, entrer ou cliquer dessus, hein, ça revient même. Et ça nous l'insère. Voilà. Donc hyper pratique, au moins ça nous détecte les trucs tout seul. Et entre ça et PHP Until-Defense, on est sûr de ne pas rater, un use statement, quoi. Hop, oups, on est revenu, PHP Namespace Resolver. PHP Unit, alors ça, bon, j'ai pas de test implémenté là dans ce projet là, donc c'est un peu plus compliqué de vous montrer. Mais qu'est-ce que ça fait? Je peux juste vous montrer les commandes. Si on refait CTRL-SHIFT-P, et qu'on va faire PHP Unit. Voilà. Donc là, il y a les différentes commandes qui sont installées à travers cette extension, qui nous permet de tester soit la fonction dans laquelle on est, soit le dernier test qu'on a lancé, hop, on le relance, de les arrêter, de tester tout le dossier ou de tester la fonction la plus proche si on n'est pas à l'intérieur d'une fonction. Voilà, c'est des petits raccourcis, ça nous évite de rentrer dans la console PHP Unit, de taper le nom de la fonction, etc. Là au moins on est dans la fonction, on tape. Alors ça demande une petite configuration. On va aller voir ça de suite, c'est dans le settings.json. Voilà, faut juste lui spécifier, en fait, là, par cette valeur-là, phpunit.phpunit. De toute façon, c'est expliqué, hein, c'est le path vers phpunit. Donc nous, il est dans bin/phpunit. Si on va dans notre code source, hop, bin, et voilà, phpunit. C'est pour que en fait l'extension puisse utiliser correctement le fichier. Voilà, parce que nous, on est en Symfony, donc on utilise le fichier bin/phpunit, mais sur un autre projet, le fichier, le binaire de phpunit, il est peut-être pas à cet endroit-là, donc vous pouvez choisir à partir de où il faut l'exécuter. Voilà. Donc c'est assez pratique, ça permet d'être aussi polyvalent, mais il ne faut pas oublier de le mettre en place, sinon vous aurez une grosse erreur au moment où vous allez le lancer. Allez, on revient sur nos extensions. SQLite, alors ça c'est pas mal, surtout quand on fait des tests en fait, parce que bon, sauf si vous utilisez une base de données SQLite, mais c'est assez rare.
Mais moi je fais mes tests avec une base de données SQLite. Pourquoi? Ça m'évite déjà d'avoir une base de données MySQL complète avec les migrations à faire et tout. C'est beaucoup plus efficace. Et ça me permet de l'avoir en local et éventuellement de la balader. Parce que moi, si je travaille et que je dois changer de PC, hop, je l'ai tout de suite. Ça m'embête pas. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'on a besoin parfois d'aller explorer cette base de données. Donc sur un projet Symfony, moi en l'occurrence, c'est var cache test et la test.db. Mais on ne peut pas l'ouvrir comme ça dans Visual Studio Code. Alors la solution, c'est cette petite extension. Voilà, on va refermer pour que ce soit plus propre. Si je fais CTRL-SHIFT-P, SQLite Open Database, là il est en train de scanner mon dossier. Donc on va le laisser faire parce que la première fois on ouvre le projet, parfois c'est un peu plus long. Mais en gros, il va aller me chercher ce fichier-là. Hein. Voilà, comme je disais, CTRL-SHIFT-P, Open Database, et on va pouvoir, donc là il l'a trouvé, ça y est, test.db, on va pouvoir cliquer automatiquement dessus. Alors parfois c'est pas très intuitif, mais en fait il l'a ouvert ici dans SQLite Explorer, voilà, test.db, et là on a, alors je vais vous l'agrandir un peu, toute nos tables. Bon, là en l'occurrence c'est vide, mais si je mets Show Table, ça m'ouvre à nouveau une fenêtre ici, avec mes différentes entrées. Donc au moins c'est assez pratique, ça nous permet de voir si au moment de l'initialisation de nos textes, hein, de nos tests, quand on a envoyé nos fixtures, est-ce qu'il a bien rempli la base de données et deuxièmement, parce que souvent c'est assez important aussi, si on a envoyé la fixture, est-ce que ça a écrasé la base de données précédente pour pas qu'il y ait de conflit. Donc voilà, ça nous permet d'être assez réactif là-dessus, c'est assez sympa. Voilà, autre solution aussi pour l'ouvrir, hein, si, bon là c'est CTRL-SHIFT-P, mais si on sait exactement où est la base de données, donc ça revient, c'est dans test et test.db, on peut faire clic droit, open database, et il l'ouvre aussi ici, hein, ça revient exactement au même. Voilà, hop, on pourra refermer tout ça et on retourne sur nos extensions. SQL Tools, même principe que SQLite, mais pour toutes les autres bases de données. Donc là, un peu différent dans la forme, hein, mais le principe est le même. On a notre onglet SQL Tools sur le côté. Alors moi j'ai une configuration là qui est lancée. Je vais juste vous lancer WAMP, hop, sinon on va rien voir. Ok. Et alors après très simple hein, pour en rajouter Add New Connection. C'est assez bien fait, hein. Si on veut rajouter MariaDB, il y a juste à ajouter le nom qu'on veut lui donner. Voilà, c'est hyper intuitif là-dessus, pas de souci. Une fois qu'elle est ajoutée, elle est enregistrée. Et on a juste à cliquer dessus, hop, on se balade après dans nos tables et tout. Et voilà, Show Table Records. Donc là pour le coup celle-ci elle est remplie et ça nous permet d'avoir une vue directement. On peut faire du SQL hein, directement depuis cette partie-là. Bon, je l'utilise pas trop, mais on peut en faire. Hein. Le seul moment où j'utilise du SQL directement sur les bases de données, c'est vraiment au titre de test de ma partie SQL, quoi. Sinon, c'est vrai que dans Symfony, j'ai plutôt tendance à utiliser les query builders parce que c'est quand même vachement bien fait, c'est assez pratique. Je vais juste vous montrer un exemple de SQL. Voilà, pour vous dire quand ça commence à devenir un peu complexe, parce que parfois, bon, on a du mal à faire avec les query builders. Donc c'est dans les repositories, voilà, hop, on va fermer ça pour avoir un peu plus de visibilité. Donc souvent c'est des query builders comme ça, hein. Ça permet déjà de faire énormément de choses, c'est quand même vachement pratique. Mais quand on a besoin de faire du SQL, c'est sympa de pouvoir les tester dans un fichier SQL, parce que sinon les tester et devoir aller après sur le navigateur pour vérifier si ça marche et tout, c'est un peu plus compliqué. Petite astuce là-dessus, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Moi j'aime bien avoir mes choses qui sont bien alignées comme ça. Sauf que du coup, ça me demande de faire une mise à la ligne et d'avoir le select comme ça, là, qui est un peu plus bas. Et du coup, ça me fout en l'air toute la couleur du SQL. Et c'est moins sympa. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte parce que je faisais ça intuitivement. Mais si je reviens, alors voilà, du coup, ça décale mon select, mais c'est pas grave. Je récupère la couleur sur le reste et c'est quand même vachement plus sympa. Donc, n'oubliez pas, voilà, c'est un petit sacrifice à faire, mais c'est vachement sympa. Hop, hop, ça on referme, ça on en a plus besoin. Le fichier SQL non plus. Allez, nos extensions, où est-ce qu'on en était? Twig Language 2. Ça permet de formater le fichier Twig. Voilà, parce que quand on est en Symfony, ça ressemble à du HTML, mais ce n'est pas du HTML. Et en plus, l'extension est différente. Donc, pour qu'il puisse le formater et lui donner les bonnes couleurs et tout, faut lui spécifier que c'est du Twig. Voilà, donc on peut le définir en bas là, hein. Bon, là il est passé en Detect, mais on peut lui dire que c'est du HTML Twig.
Mais regardez ce qui se passe si on désactive, voilà, si je mets disable, on va lui faire le reload. Et là, si je retourne dans mes templates, un peu plus bas, hop, 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 templates, bon, déjà on a perdu la petite icône ici, et on a perdu toute mise en page. Voilà, pourquoi? Parce que c'est du Twig. Alors du coup, ça nous permet de revenir là-dessus, c'est vachement sympa, je vais le remettre, hein, parce qu'on en a quand même besoin. Twig language 2, enable, ok. Voilà. Donc ça nous permet ça, et de faire aussi le formatage, hein, toujours avec le CTRL SHIFT F, je crois, mais en fait moi j'utilise d'autres options, hein, donc sinon vous pouvez faire CTRL SHIFT P, format, et puis il va vous le dire, hein, aussi comment faire pour formater. Qu'est-ce qu'on a d'autre là avant qu'on finisse? Hop, mince. VS Code Icons, alors ça, ouais, c'est du petit plus, hein, mais c'est sympa. Ça me permet d'avoir des icônes différentes en fonction du nom du dossier et du type de fichier. Voilà, donc là j'ai du PHP, là j'ai du Twig. Mes templates, on voit qu'ils ont un nom de dossier, une petite icône de dossier. Visuellement, ça permet de se rattraper un peu plus vite. Moi, voilà, le dossier source qui est un peu plus visible. Assez sympa parce qu'au moins on s'y retrouve rapidement. Pareil, c'est une question d'habitude, et puis il y en a plusieurs, hein. Celui-là il est quand même très complet, donc c'est vachement sympa. Il vous montre un peu tous les types de trucs que vous avez. Ça marche très bien avec PHP, mais ça marche très bien avec plein d'autres langages aussi, hein. Le React, tout ça, vous allez avoir des trucs qui vont être très voilà, très parlants, et même pour les petits fichiers là, par exemple PHP Unit, il nous met la petite icône PHP Unit, Symfony, il nous met une icône Symfony, il est hyper complet, c'est vachement sympa. Voilà, on en a fini un peu sur les extensions, mais comme je vous disais au début, on va refaire un tour sur les user settings, parce qu'il y a pas mal de trucs intéressants qu'il faut souvent pas oublier. Voilà, je retourne sur les settings, et comme je disais, donc là on a énormément de choses, on peut chercher pas mal de trucs, hein, si on reparle un peu du format, tu vois, format on paste, format on save, on type, tout ça. Mais alors ça va vous montrer les possibilités, hein, parce que parfois on s'y perd un peu. Mais parfois c'est un peu plus compliqué aussi pour faire ce qu'on veut faire. Ce qui nous donne vraiment toutes les possibilités, c'est le format JSON qu'on va avoir ici en haut. Je trouve que c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis un peu plus gros, un peu plus évident, voilà, pour que les gens ils aient un peu moins peur d'y aller, quoi, on va dire. Je vais vous montrer un peu les différents paramètres que j'ai moi. Ça ne veut pas dire que ce sont les bons, que c'est ceux que vous devez utiliser, c'est ceux qui me correspondent. Mais ça peut vous donner une base, et ça peut vous donner des idées, hein, parce que c'est pas parce que j'ai mis quelque chose que c'est la seule option qu'il y a, hein, bien sûr. Les deux premiers, c'est vraiment juste pour déterminer le thème et le thème des icônes, voilà. Parce que sinon il y a aussi le thème de base, et donc pour que lui il sache qu'on veut utiliser OneDark Pro, et même si on installe plusieurs thèmes d'ailleurs, pour qu'il sache qu'on veut utiliser OneDark Pro, on lui met dans le point JSON. Le Windows Zoom Level, bon, alors ça va dépendre de votre résolution et du niveau zoom que vous définissez dans Windows, mais si je vous le remets à 0 par exemple, voilà, ça va agrandir vachement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si sur la vidéo vous voulez que ce soit plus grand, plus petit, si vous y voyez pas, si vous m'entendez pas, voilà, n'hésitez pas, moi c'est mes premières vidéos, vous me dites, je le prendrai pas mal. Je suis là enfin on est là pour s'aider, moi envers vous et vous envers moi, donc dites-moi, n'hésitez pas. Voilà, moi j'aime bien un -1, ça me permet d'avoir un peu plus de texte qui s'affiche, j'aime bien, voilà. La minimap, alors moi j'aime bien la laisser sur false, parce que j'aime pas trop, je trouve, bon, ça me gêne un peu, j'en ai pas franchement besoin, surtout, alors c'est pas forcément un bon exemple, mais parfois j'ai des gros fichiers. Si on va chercher, alors pas dans mes entités, mais dans mes services, il va falloir que je les refactor, parce que là le export generator par exemple qui fait 400 lignes, voilà, ça me fait un minimap qui est vraiment énorme. Et les erreurs qui m'annoncent là, voilà, c'est un peu des faux positifs, donc du coup ça me perturbe un peu. Du coup j'enlève la minimap, hein, je la mets à false. Emmet include language twig HTML, ça qu'est-ce que ça veut dire? Emmet, si vous connaissez pas, c'est une petite extension, mais qui vient de base dans VS Code, qui nous permet d'écrire du code plus rapidement. Je vais vous faire un exemple. Hop, on va reprendre un template de base, il n'y a pas de souci. Hop, et on va aller là. C'est vraiment un exemple, après vous pouvez faire plein de choses, hein. Mais en fait, Emmet, ça va vous faire plein de raccourcis. Si on veut faire HTML5 par exemple,
on fait HTML5. Alors là, il va nous proposer plusieurs solutions, mais sinon, là, si on voulait faire juste HTML, on ferait tab. Là, il nous mettrait juste la balise. Si on fait HTML5, hop, parfois, il faut revenir un peu en arrière pour qu'ils comprennent qu'on fasse de les mettre. HTML5, là, je fais entrée, et là, il va me mettre tout le doctype HTML5. Donc, c'est hyper puissant. Mais en fait, la puissance de les mettre, elle n'est pas là, elle est encore plus loin. C'est dès qu'on veut imbriquer. Si on veut faire une balise table, par exemple, et on utilise Bootstrap, alors on peut utiliser la classe table. On peut aussi utiliser une autre classe, table-sep. Donc là, on cumule deux classes. Mais à l'intérieur de ça, on va pas mettre de TL, mais on va mettre directement un tbody. Dans le tbody, on va mettre un tr, et dans le tr, on va mettre un td, et d'ailleurs, on va en mettre 3. Voilà. Là, si je fais tab, automatiquement, il va faire tout le formatage par rapport à ce que je lui ai spécifié moi. On peut même faire, alors c'est pas quelque chose que j'utilise trop, hein, mais lorem, voilà, et après je sais plus exactement, bon là il met une valeur par défaut, mais on peut paramétrer le nombre de mots qu'il met, etc. Bref, ça marche en HTML, et ça marche avec d'autres langages aussi, mais de base, ça reconnaît pas le Twig, alors que le Twig, finalement, on utilise Emmet que pour faire du HTML, quoi. Donc on lui spécifie ici que sur les fichiers Twig, Emmet, il doit utiliser le preset HTML. Voilà, comme ça, il comprend et ça nous permet d'écrire plus rapidement nos templates, c'est vachement pratique. Ça, je reviens rapidement dessus. Donc, c'était pour définir que nos paramètres allaient être plus précis sur Twig que ce qu'on définit autrement dans le fichier .json. Voilà. Moi, alors j'adore le format on-save, format on-type, etc. C'est pour ça que je les ai mis à true ici. C'est hyper pratique, hein, dès que je sauvegarde ou dès que je commence à voir que le format il part en cacahuète. CTRL S, en plus je suis sûr que mon fichier est sauvegardé, ça me reformate tout. Mais j'aime pas ça sur Twig parce que pour le coup, avec les blocs un peu particuliers là, bah parfois il est un peu paumé. Du coup il me fait des petits décalages. Donc sur Twig, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est quand même hyper pratique, surtout en HTML, on fait pas mal d'indentations et tout. Bon, je le fais à la main, c'est pas très grave. Explorer confirm and delete. Alors ça, qu'est-ce que ça nous fait? On va faire un exemple de suite. Je vais le mettre à true, comme ça, parce que true, c'est le paramètre par défaut. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est pas du paramètre par défaut. Voilà. Si c'était le paramètre par défaut, vous ne le verrez pas là. On va se créer un fichier bidon. Hein. Voilà. Et ce que fait donc ce setting confirm and delete, c'est que si ici, je veux le supprimer, il va me faire une demande supplémentaire. Est-ce que vous voulez vraiment le supprimer? Ok, tout ça. Ok, non. Si je l'ai supprimé, c'est que je voulais le supprimer. Au pire, j'irai le chercher dans la corbeille. Quand même. Donc, je le mets à false. Et là, si je le supprime, il me demande plus rien. Voilà. Ça me saoulait, donc je l'ai mis à false. Et comme ça, je suis assez tranquille et j'aime bien. Format on type, format on save, on l'a vu, hein, c'est si on commence à faire n'importe quoi. Alors ça c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il y a du SQL dedans, mais voilà, si je défais toute l'indentation, voilà par exemple, on va enlever tout ça. Ce que je disais, hein, si ça commence à pas trop me plaire, j'ai juste à faire CTRL S, en même temps je sauvegarde comme je disais, et là ça me tout réindenté. Alors on disait hein, avec PHP Anti-Defense, on peut faire un coup de format de document, Shift Alt F, voilà, Shift Alt F, ça fait exactement la même chose. Mais je trouve que c'est rapide, je fais CTRL S, je suis sûr que c'est sauvegardé, et en même temps ça m'a formaté le document, donc j'aime bien. PHP suggest basic false. Alors, je vais vous mettre à true et vous allez voir ce que ça fait. Par exemple, on va aller dans notre contrôleur. On va aller dans celui-là, il est un peu plus propre. Et on va refaire la même commande que tout à l'heure, un this. Et là, on voit qu'il nous propose plein de choses qui nous intéressent pas en fait. C'est des options de base, il sait pas trop quoi nous donner, du coup il nous donne ça. Il pense qu'on va avoir besoin de la requête, enfin de la variable post sur this. Ce qui n'est pas tellement vrai, hein. Nous quand on fait this, c'est rarement pour ça. Du coup en fait tout ça, ça nous intéresse pas et ça interfère avec PHP Anti-Defense comme on disait tout à l'heure qui lui va avoir des suggestions qui sont plus pertinentes. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici suggest basic à false. Et si on vient faire la même chose, vous allez voir tout de suite on n'a plus les mêmes suggestions. This, voilà, et là on revient à ce qu'on avait tout à l'heure. Des méthodes, parce que quand on appelle this, surtout avec voilà, la flèche pour dire qu'on va appeler une méthode,
bah, c'est qu'on va avoir besoin de quelque chose qui est là-dedans, quoi. Alors, ça veut pas dire qu'on a que ça, hein. Évidemment, si on tape, on va pouvoir trouver d'autres choses. Normalement, il est quand même assez complet, hein, mais c'est s'il n'a pas fini d'indexer, parfois il nous met pas tout, hein, si on vient de le rajouter. Voilà, donc Sujex Basic, au moins ça nous enlève toutes ces choses dont on n'a pas besoin, donc c'est vachement bien. Editor Quick Suggestions Comments True. Un peu complexe et ça fait pas très longtemps que je la connais, mais je suis bien content de l'avoir maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Si je reviens sur mes entités parce que c'est pas mal là-dessus que je l'ai utilisé. En fait, pareil, hein, je vais vous mettre à false, donc le paramètre par défaut. Mince, on va revenir comme ça, hop, false, paramètre par défaut pour voir ce que ça fait. Si je reviens sur mon entité, donc là par exemple, moi je voulais spécifier. Non, alors le string c'est pas forcément. Alors voilà, le collection entry par exemple. Advar, collection entry, bon voilà, par exemple j'ai mis une majuscule là-haut. Bon là ça me fait pas de suggestion, ça m'énerve, je suis obligé de tout écrire. Si je reviens et que ici je le remets à true, ça va me faire des suggestions dans les commentaires, hein. Donc si je recommence, si je réécris advar, collection, bah là déjà il me les propose, quoi. Voilà. Et pareil pour la partie entry, bon bah il me les propose. Ça me permet d'être beaucoup plus rapide dans ce que j'écris et de faire beaucoup moins d'erreurs. Et normalement il n'y a pas de raison que ça me les propose pas dans les commentaires. Je ne sais pas pourquoi c'est pas une option par défaut. C'est certainement pour éviter pour tout ce qui n'est pas commentaire de documentation, de commencer à écrire un peu tout et n'importe quoi. Là-dessus je suis d'accord. Mais sinon sur tout le reste c'est quand même vachement pratique. PHP Unit, ça c'est le PAF, on en a déjà parlé, et ces deux-là, on n'en a pas tellement besoin, c'est CSFixer qui les détermine lui-même. Voilà, c'est un peu comme PHP Unit, il a besoin de se déterminer des variables et il les stocke dans le dossier settings. Voilà, c'est comme ça. Il y a énormément de choses dans le dossier settings, alors comme je disais, hein, si vous revenez sur la view UI, vous pouvez creuser un peu là-dedans. Mais souvent sur les forums, on va avoir des gens qui vont utiliser, alors surtout avec les anciennes versions de VS Code, la partie un peu JSON, donc ça peut être intéressant. Un autre truc qui est vraiment pas mal, c'est que si vous commencez à écrire, ça va vous faire les suggestions. Donc vous pouvez retrouver des trucs assez poussés en fait directement dedans, auxquels vous n'auriez pas forcément pensé ou que vous n'avez pas forcément dans la partie UI, parce que d'ailleurs il n'y a pas tout dans la partie interface utilisateur, hein. Il y a des choses qui sont disponibles uniquement sur la partie JSON. Donc ça peut être bien, hein, de creuser un peu, parfois quand on a un problème assez spécifique. Et comme je disais, on n'a pas toujours besoin d'une extension, parfois c'est directement sous notre nez, il faut juste savoir le configurer. Voilà, j'en ai fini pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a d'autres vidéos, qui arrivent très bientôt d'ailleurs. On va parler un peu de, j'en ai parlé rapidement, mais de PHP Stan, on va essayer de faire un truc sur PHP Unit, une vidéo sur Git, pour vraiment aller à l'essentiel, hein. C'est pas du tout, ça sera pas du tout poussé, mais moi j'ai un peu galéré au début, donc là c'est ça. L'objectif c'est vraiment de montrer où est-ce que j'ai galéré, parce que potentiellement c'est là où vous allez galérer aussi, et j'espère vous être utile. Et après il y a pas mal de petites bibliothèques sympas. Moi j'ai eu pas mal de PDF à faire, donc on va voir comment on peut faire ça directement avec du PHP, et voilà. Au fur et à mesure que je découvre des trucs, j'essaye de pousser un peu mes connaissances dessus pour pouvoir partager un maximum de choses. Dès que je bloque, et en fait, alors je vais pas trop faire des vidéos sur là où j'ai jamais trouvé, enfin là où il y a énormément de docs, hein. Je vais essayer de faire des trucs où moi j'ai un peu galéré, où la doc elle est pas forcément explicite, ou parfois où il y a pas de doc sur Symfony et comment est-ce que je peux l'implémenter. Parce que c'est là où parfois il y a besoin de plus de ressources. Je suis pas là pour faire des nouveaux tutoriels, comment est-ce qu'on va coder de A à Z en Symfony. Là-dessus, il y en a plein, je me répète, ils sont géniaux. Graphic Art, Joomla, moi j'ai vraiment tout appris de eux. Allez-y, n'hésitez pas, vraiment, c'est top, 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 donc allez-y. Moi je serai là, voilà, un peu plus en supplément, aller un peu plus dans certains trucs. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se dit à la prochaine. Bonne soirée.